Bonjour et bienvenue à notre programme de sciences physiques pour la classe de première année des humanités scientifiques. Dans cette capsule, nous allons faire la suite de l'étude de l'atome. Jacques est un archéologue. Après avoir fait la découverte d'un fossile par son équipe de recherche, il a la tâche de le dater afin de savoir combien de temps s'est écoulé depuis la mort de l'organisme dont le fossile a été découvert. Dans la capsule précédente, nous avons présenté 11 différents points qui constituent notre étude de l'atome. D'accord? Comme vous pouvez le voir. Alors, les 8 premiers points ont été vus dans la capsule précédente. Dans la présente capsule, nous allons donc parler de 3 derniers points. D'accord? Cela permettra à Jacques de déterminer l'âge de son fossile. D'accord? Alors, commençons par le nucléide. On appelle le nucléide ou nucléide un atome caractérisé par son nombre de protons Z, son nombre de neutrons N et son état énergétique nucléaire. D'accord? Les différents types de nucléides que nous devons connaître ici sont les isotopes, les isobars, les isotones et les isomères. D'accord? Alors, les isotopes sont des nucléides ayant le même nombre de protons, mais le nombre de neutrons différents. Par exemple, l'élément chlore possède 2 isotopes, le chlore 35 ayant 18 neutrons et le chlore 37 ayant 20 neutrons. D'accord? Alors, revenons un peu à la situation de Jacques. Pour dater son fossile, Jacques va se servir d'un isotope de carbone. En effet, le carbone a 3 isotopes, le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14. Durant sa vie, toute matière organique, végétale ou animale, contient dans les tissus organiques et les squelettes du carbone 12 et du carbone 14, ainsi qu'une faible quantité du carbone 13. D'accord? Alors, tout au long de la vie de l'organisme, le rapport entre le carbone 14 et le carbone 12 demeure constant. Lorsque l'organisme meurt, le rapport commence alors à changer à cause de la désintégration du carbone 14 et du fait que le carbone 12 demeure stable. D'accord? Le produit de la désintégration du carbone 14, c'est l'azote 14, un gaz qui s'échappe dans la nature. Alors, puisque le carbone 12 est stable, Jacques va mesurer le rapport entre le carbone 14 et le carbone 12. D'accord? Connaissant le rapport qui existe dans la nature entre le carbone 14 et le carbone 12, ainsi que la constante de radioactivité, Jacques peut alors calculer le temps qui est passé depuis la mort de l'organisme, c'est-à-dire l'âge de son fossile. D'accord? Alors, les isobars. Les isobars sont des nucléides ayant le même nombre de nucléons, c'est-à-dire que leurs A sont identiques, leurs Z et leurs N sont différents. Par exemple, le carbone 14 et l'azote 14, notés comme suite, sont des isobars. Le nombre de masses est le même, ce qui est égal à 14. Pour le carbone, le Z égale à 6, et pour l'azote, Z égale à 7. Donc, il y a différence des Z. Et pour le carbone, N égale à 8, et pour l'azote, N égale à 7. Donc, il y a différence des N. D'accord? Alors, les isotones sont des nucléides ayant le même nombre de neutrons, mais un nombre de protons différent. C'est l'exemple des atomes, c'est l'exemple des carbones 13 et azote 14. D'accord? Chacun de ces deux nucléides possède 7 neutrons. D'accord? Comme vous pouvez le voir. Alors, les isomères.
Les isomères nucléaires sont des nucléides ayant le même nombre de protons et le même nombre de masses, mais des états d'énergie ou d'excitation différents. Ils sont rencontrés dans le phénomène de désintégration nucléaire, dans lequel un atome instable perd de l'énergie en émettant un rayonnement ionisant pour donner lieu à un atome plus stable. D'accord? Alors, un exemple des isomères, c'est le technétium 99 et le technétium 99M. D'accord? M veut tout simplement dire métastable, l'état excité de longue durée. D'accord? Alors, les différents types de nucléides sont résumés dans le tableau suivant. Comme vous pouvez voir là, les 4 types de nucléides, leurs caractéristiques et des exemples. 1 et 2 sont juste des indices de différents nucléides. D'accord? Alors, configuration électronique maintenant. La configuration électronique d'un atome correspond à la manière dont sont répartis les électrons autour du noyau sur des couches caractérisées chacune par un niveau d'énergie N. D'accord? Selon le modèle de bord, les électrons sont répartis sur des couches appelées K, L, M, N, etc. D'accord? Ces couches ne peuvent contenir qu'un nombre limité d'électrons égal à 2N exposant 2. N représente le numéro de la couche électronique. Et le remplissage de couches s'est fait selon l'ordre repris dans le tableau suivant. D'accord? Comme vous pouvez le voir. Alors, comment remplir les couches électroniques? Le remplissage commence par la couche la plus proche du noyau, la couche K, qui peut accueillir jusqu'à 2 électrons. Une fois la couche K remplie et que l'atome contient plus de 2 électrons, la couche L accueille les autres électrons. Alors, comme vous pouvez le voir dans le tableau, cette couche L peut accueillir jusqu'à 8 électrons. Une fois la couche L pleine et qu'il y a encore des électrons, la couche M se remplit. La couche M peut accueillir jusqu'à 18 électrons et ainsi de suite. D'accord? Et remarquez donc qu'on ne remplit plus la couche suivante que si la couche précédente est complète, c'est-à-dire saturée électroniquement. D'accord? Alors, à titre d'exemple, la configuration électronique du carbone avec Z égale à 6 est K2L4. D'accord? K et L sont des couches occupées par des électrons. 2 et 4 sont le nombre d'électrons sur la couche K et sur la couche L. D'accord? Alors, pour cet exemple du carbone avec Z égale à 6, Z égale à 6 veut dire que le carbone a 6 électrons. Selon le principe, la couche K qui se remplit en premier avec 2 électrons. D'accord? Et sur les 6 électrons, il en reste 4. Et les 4 vont occuper la couche L. D'accord? Ainsi, la configuration électronique du carbone s'écrit K2L4. D'accord? Voilà. Alors, la couche de valence ou couche périphérique d'un atome est sa dernière couche électronique. C'est-à-dire la couche qui se trouve à la plus grande distance du noyau. D'accord? Pour le carbone, par exemple, la couche de valence est la couche L. Et ce sont les électrons de la couche de valence, appelés électrons de valence, qui interviennent dans des liaisons chimiques. D'accord? Alors, représentation de Lewis. La représentation de Lewis ou structure de l'atome selon Lewis est un modèle de l'atome qui fait apparaître les électrons de valence. La représentation de Lewis ne s'intéresse donc qu'aux électrons de valence, c'est-à-dire ceux de la couche externe. Cette représentation permet de comprendre comment les atomes sont unis dans une molécule. Voici la représentation de Lewis de l'atome d'azote avec Z égale à 7. Vous voyez? Alors, pour établir la représentation de Lewis d'un atome, procédez comme suit. Déterminez le nombre d'électrons de valence. Pour ce faire, vous devez connaître la configuration électronique de l'atome. Pour l'azote, Z égale à 7, la configuration électronique est K2L7.
D'accord? Et deuxièmement, placer les électrons autour du symbole de l'élément chimique selon les 4 directions, nord, sud, est, ouest. Faire un tour si on a plus de 4, si on a au plus 4 électrons à placer, et faire 2 tours si on a plus de 4 électrons. D'accord? Puis relier les paires d'électrons par un trait pour former un doublet électronique. Les électrons restés seuls sont appelés électrons célibataires. D'accord? Alors, le tableau suivant présente la représentation de Lewis de quelques atomes, comme vous pouvez le voir. D'accord? Et remarquez là que les atomes ou les éléments qui ont le même nombre d'électrons de valence ont donc la même représentation de Lewis. D'accord? Voilà, c'est tout pour cette deuxième partie de l'étude de l'atome. Au revoir et à très bientôt.